En 1904, le monde est un lieu de rivalité entre les grands empires, tels que les États-Unis, les pays européens et la Russie. Avec la plupart des pays américains déjà indépendants, l'attention des puissances coloniales s'est déplacée vers l'Afrique et l'Asie de l'Est. Il n'y a désormais plus assez d'espace pour que chacun puisse s'étendre, ce qui entraîne une montée des tensions entre les grandes puissances mondiales. Soulèvements, campagnes militaires, révoltes, environ 40 conflits différents se déroulent simultanément à travers le monde. À cette époque, plusieurs événements majeurs sont en train de façonner l'avenir du globe. À l'Est, une guerre éclate entre un ancien et un nouvel empire. L'Europe franchit une nouvelle étape vers la formation d'alliances en prélude à la Première Guerre mondiale, tandis que les États-Unis adoptent officiellement une politique interventionniste dans les Amériques. Au début de l'année, la Grande-Bretagne poursuit son expédition militaire au Tibet, entamée l'année précédente. À cette époque, toute l'Asie centrale est le théâtre de ce que l'on appelle le Grand Jeu. Une rivalité militaire et politique entre l'Empire russe au nord et l'Empire britannique au sud. La région compte plusieurs États tampons semi-indépendants où les intérêts des deux grandes puissances se chevauchent. L'un de ces États, le Tibet, est techniquement rattaché à la dynastie Qing. Toutefois, cette dernière est gravement affaiblie, ayant subi une défaite lors de la récente guerre sino-japonaise, la rébellion des Boxers, ainsi que diverses interventions étrangères. Elle est elle-même divisée en zones d'influence et incapable de sécuriser efficacement son territoire. Pendant ce temps, la frontière entre le Sikkim britannique et le Tibet des Qing fait l'objet d'un différend. Craignant que les Russes ne préparent déjà une prise de contrôle du Tibet, et afin de protéger leurs intérêts, les forces armées de l'Inde britannique utilisent ce différend comme prétexte pour pénétrer en territoire tibétain en direction de sa capitale, Lhasa. Le 31 mars, une force tibétaine de 3000 hommes se dresse sur leur chemin aux hauteurs de Guru. Malgré les efforts des deux camps pour éviter l'affrontement, une provocation déclenche une bataille. C'est un exemple brutal et tragique de ce qui se produit lorsqu'une armée professionnelle composée de soldats aguerris, dotés de mitrailleuses et d'artillerie, affronte en terrain découvert des conscrits paysans armés de fusils obsolètes. Jusqu'à 700 Tibétains sont massacrés, la plupart alors qu'ils fuyaient le champ de bataille. Du côté britannique, seuls 12 hommes sont blessés. Poussant leur avancée, les Britanniques livrent le 5 mai la bataille de Kerala, probablement le combat à la plus haute altitude de toute l'histoire humaine. Au cours du mois suivant, ils subissent quelques attaques sporadiques des Tibétains avant de marcher sur Lhasa pour y découvrir que son chef, le Dalai Lama, s'est enfui. Les autorités tibétaines restantes sont contraintes de conclure un accord en son absence. Le 6 septembre, un traité est signé, accordant aux Britanniques le privilège de commercer au Tibet. Le gouvernement tibétain reconnaît la frontière avec le Sikkim et se voit interdire d'entretenir des relations avec d'autres puissances étrangères. De plus, une lourde indemnité doit être versée à la Grande-Bretagne. En attendant, celle-ci occupera la vallée du Chumbi. Ainsi, le protectorat chinois sur le Tibet est remis en question par les Tibétains, ce qui mènera l'année suivante à un soulèvement contre l'autorité chinoise. La Russie poursuit depuis des siècles une politique expansionniste. Enfermée à l'ouest par de puissants empires et confrontée à la concurrence britannique au sud, elle voit encore des opportunités d'expansion vers l'est. Elle a besoin d'un accès direct aux eaux chaudes du Pacifique pour sa flotte, ce que la majorité de ses territoires ne permet pas. Dans ce but, elle loue Port Arthur à la Chine en 1888 pour une durée de 25 ans. Et les deux pays concluent un accord autorisant la Russie à construire une ligne de chemin de fer sur le territoire chinois, reliant la ville russe de Chita à Vladivostok et Port Arthur. De plus, ses troupes sont présentes en Mandchourie chinoise depuis l'invasion de la Chine lors de la révolte des Boxers en 1900. La Russie avait promis de les retirer, mais ne l'a jamais fait. Elle convoite également la Corée, qu'elle cherche à intégrer dans sa sphère d'influence, et commence même à y développer des infrastructures. Cependant, la mainmise de la Russie sur ces territoires reste fragile.
car elle est contestée par une autre puissance montante, le Japon. L'influence économique et militaire du Japon ne cesse de croître dans la région. Il cherche à faire de la Corée et de certaines régions de Chine des débouchés pour sa production croissante. Le port stratégique de Port Arthur, ainsi que toute la péninsule du Liaodong, était auparavant contrôlée par le Japon avant d'être cédée à la Russie en 1888. Ainsi, les intérêts des deux pays s'opposent. Pendant quelques années, ils tentent de négocier au sujet de la Corée et de la Mandchourie. Le Japon propose à la Russie le contrôle de la Mandchourie en échange de celui de la Corée. Mais cette offre est inacceptable pour la Russie, car cela reviendrait à couper Port Arthur de Vladivostok. Malgré sa puissance économique et militaire grandissante, le Japon, en tant que pays asiatique, est encore perçu comme racialement inférieur par les nations européennes, dont la Russie. Il est largement admis qu'aucune puissance asiatique ne peut vaincre une armée européenne. Une défaite japonaise en cas de guerre semble donc inévitable, renforçant l'attitude condescendante de la Russie face aux avertissements japonais. En 1904, les tensions atteignent leur paroxysme, alimentées par la présence militaire continue de la Russie en Mandchourie, son refus de faire des concessions territoriales et l'impatience croissante du Japon. Le conflit militaire devient inévitable. Bien que la Russie dispose d'une supériorité numérique, la majorité de son armée est déployée près de ses frontières occidentales en Europe, à un mois de voyage de ses territoires orientaux. Le 8 février, le Japon lance une attaque surprise contre la flotte russe à Port Arthur, tout en débarquant ses troupes en Corée. Lors de plusieurs batailles, les deux camps subissent de lourdes pertes. Marquant un tournant historique, la bataille du fleuve Yalu devient la première depuis des décennies à être remportée par une armée asiatique contre une armée européenne. Les Japonais prennent l'avantage, assiègent Port Arthur et parviennent à repousser l'armée russe en Mandchourie. La flotte russe tente d'évacuer Port Arthur pour rejoindre Vladivostok. Mais, après avoir rencontré la flotte japonaise, elle est contrainte de rebrousser chemin et d'attendre des renforts. En octobre, l'escadre russe de la Baltique est enfin prête à mettre les voiles pour Port Arthur. Cependant, la route du Nord est impraticable et le canal de Suez est interdit aux navires russes par les Britanniques en vertu du traité d'alliance anglo-japonaise de 1902. La flotte doit donc emprunter la route du Sud, ce qui prendra jusqu'à 8 mois. En traversant la mer du Nord, l'escadre croise plusieurs navires qu'elle prend à tort pour des torpilleurs japonaises embusquées. Elle ouvre le feu sur ce qui s'avère être des chalutiers britanniques. L'incident manque de déclencher une guerre entre la Russie et la Grande-Bretagne et provoque une crise diplomatique. Une enquête ultérieure obligera la Russie à verser des compensations au Royaume-Uni. Pendant ce temps, l'armée russe en Extrême-Orient est dans une position critique et retarde l'engagement en attendant l'arrivée de ses réserves. Les batailles décisives de cette guerre, qui se solderont par la défaite de la Russie, auront lieu l'année suivante. L'Europe connaît une intense rivalité politique entre les grandes puissances. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie sont liées depuis 1892 par une alliance appelée la Triple Alliance. De son côté, leur adversaire, la France, est alliée à la Russie depuis 1884. En quête de sécurité supplémentaire et d'alliés puissants, la France parvient, en 1904, à régler ses différends avec la Grande-Bretagne. Le 8 avril, les deux pays signent plusieurs accords comprenant des concessions bilatérales concernant leurs sphères d'influence respectives. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une alliance militaire officielle, cet accord rapproche néanmoins la Grande-Bretagne et la France, cette dernière devenant un lien entre deux rivaux, la Russie et la Grande-Bretagne, qui concluront leur propre traité en 1907. Pendant ce temps, les ambitions coloniales de l'Allemagne en Afrique ne cessent de croître. En 1904, l'Allemagne contrôle fermement plusieurs territoires à travers le continent, notamment l'Afrique allemande du Sud-Ouest. Cette colonie est habitée par plusieurs peuples autochtones, en particulier les Herero, des pasteurs traditionnels dont la subsistance dépend largement de l'élevage bovin et de vastes pâturages. Mais les colons s'emparent systématiquement des terres vitales,
repoussant les héros vers des régions arides et inhospitalières. La population locale est soumise au travail forcé, à une lourde fiscalité et à une exploitation sévère, ce qui alimente un profond ressentiment et des tensions croissantes. En janvier 1904, l'hostilité atteint son paroxysme. Le chef Samuel Mahahero appelle à l'insurrection et le peuple héros se soulève, attaquant les colonies allemandes et repoussant les colons. L'Allemagne réagit rapidement en envoyant des renforts sous le commandement du général Lothar von Trotha, tristement célèbre pour sa brutalité. Après avoir écrasé les rebelles, il émet le tristement célèbre ordre d'extermination, ordonnant à ses troupes de tuer ou d'expulser tous les héros sans distinction d'âge ni de sexe. Des milliers de personnes sont contraintes de fuir dans le désert, privées délibérément d'eau et de ressources, et laissées à une mort certaine. Les autorités allemandes mènent également des expériences médicales et mettent en place de sévères camps de concentration, anéantissant davantage encore la population. À la fin de l'année 1904, des dizaines de milliers de héros sont morts ou ont fui, faisant de cette campagne l'un des premiers génocides du XXe siècle. Ce n'est qu'un siècle plus tard que l'Allemagne reconnaît officiellement sa responsabilité, qualifiant ces événements de génocide et acceptant de verser des réparations à la Namibie. Les États-Unis renforcent leur influence en Amérique centrale et dans les Caraïbes après la fin de l'ère espagnole dans la région. À cette fin, ils mènent régulièrement des interventions politiques, économiques et militaires dans d'autres pays. Certains de ces pays, comme le Honduras, le Guatemala ou le Costa Rica, dépendent fortement de l'exportation de fruits. En réalité, une grande partie de leur économie est contrôlée par des entreprises américaines, telles que la United Fruit Company. En 1904, dans son livre Cabbage and Kings, l'écrivain américain O. Henry utilise l'expression « république bananière » pour désigner un pays fictif gangrené par la corruption, l'instabilité politique et la pauvreté, inspiré du Honduras. Très vite, ce terme devient courant dans le discours politique, et la politique américaine d'intervention et d'occupation répétée dans ce type de pays sera désignée sous le nom de guerre bananière. Durant cette période, la flotte américaine patrouille en permanence dans les eaux des Caraïbes, intervenant parfois dans des conflits locaux. Parallèlement, les États-Unis prennent le contrôle de la zone du canal de Panama à la suite des événements de l'année précédente, lançant ainsi la construction du canal. À ce moment-là, la République dominicaine traverse une grave crise économique après des années d'instabilité politique. Fortement endettée auprès de puissances européennes, elle devient une cible potentielle pour une intervention de ces dernières. Les États-Unis comprennent alors la nécessité de protéger leurs intérêts et leurs futures routes commerciales et d'empêcher toute ingérence européenne dans les affaires de la région. En décembre, le président Roosevelt annonce un changement majeur dans la politique étrangère des États-Unis en Amérique centrale et du Sud, connu sous le nom de corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe. Il stipule que les États-Unis peuvent désormais intervenir dans les affaires internes des pays, officiellement pour maintenir l'ordre et la stabilité, et pour prévenir toute intervention européenne. En l'espace de quelques semaines, au début de l'année 1905, les États-Unis prendront le contrôle de l'économie de la République dominicaine et géreront le remboursement de sa dette, coupant ainsi l'herbe sous le pied des puissances européennes. En Uruguay, le parti libéral au pouvoir, les Colorado rouges, est contesté par les conservateurs des Blancos. Depuis l'indépendance du pays, ces deux groupes s'affrontent périodiquement dans des conflits violents pour le contrôle politique et l'influence nationale. En janvier 1904, le chef des Blancos, Aparicio Saravia, lance une insurrection armée contre le gouvernement Colorado, l'accusant de fraude électorale et d'autoritarisme. Le conflit s'intensifie rapidement pour devenir une véritable guerre civile. Les forces de Saravia, soutenues au départ par de nombreuses communautés rurales, représentant une menace sérieuse pour l'autorité gouvernementale. Pendant plusieurs mois, de violents combats éclatent à travers tout le pays, perturbant gravement la vie économique et sociale de l'Uruguay. Malgré des succès militaires initiaux,
Saravia subit une lourde défaite en septembre lors de la bataille de Massoler, où il est mortellement blessé. Sa mort marque de fait l'effondrement de la révolution et entraîne la reddition du camp Blanco. Considéré comme le conflit civil le plus sanglant de l'histoire du pays, cet épisode devient un tournant historique pour l'Uruguay. La défaite des Blanco inaugure une période prolongée de stabilité politique relative qui permettra de consolider l'État et d'amorcer un processus de modernisation et de réforme. Le Brésil connaît une modernisation et une urbanisation rapide, avec Rio de Janeiro comme capitale animée. Cependant, ce développement dépasse les capacités d'infrastructure et de santé publique de la ville et s'accompagne de graves crises sanitaires, notamment des épidémies de fièvre jaune, de variole et de peste. En réponse, le gouvernement brésilien lance une vaste campagne de santé publique, incluant la vaccination obligatoire contre la variole. Bien que cette initiative vise à améliorer la santé publique, elle suscite une forte opposition au sein de la population locale. Les habitants se méfient des autorités, considérant les vaccinations obligatoires comme intrusives et dangereuses. Des rumeurs se propagent rapidement, affirmant que les vaccins pourraient provoquer des maladies, voire la mort. Les tensions culminent en novembre, lorsque de vastes manifestations éclatent à Rio de Janeiro et dégénèrent rapidement en émeutes violentes, connues sous le nom de révolte du vaccin. La ville est le théâtre d'affrontements de rue, de pillages et de destruction, contraignant le gouvernement à déployer l'armée pour rétablir l'ordre. Après plusieurs jours de troubles, les autorités reprennent le contrôle, arrêtent des centaines de personnes et suspendent la vaccination obligatoire. Bien que rapidement réprimée, cette révolte révèle une méfiance profonde envers les mesures gouvernementales. Elle constitue une leçon importante sur la nécessité de l'éducation publique en matière de vaccination. Un enjeu qui refera surface à l'échelle mondiale plus d'un siècle plus tard, durant la pandémie de COVID-19. Berceau du football, la Grande-Bretagne organise son propre championnat national, le Home Championship, réunissant les 4 associations britanniques, l'anglaise, l'écossaise, la galloise et l'irlandaise. Mais le football gagne rapidement en popularité dans d'autres pays. Les matchs internationaux deviennent de plus en plus fréquents et la nécessité d'un organisme centralisé s'impose, afin de réglementer les règles communes, résoudre les différends et coordonner les compétitions. Des représentants de plusieurs associations européennes de football s'adressent alors à l'Angleterre, sollicitant son leadership et sa participation à la création de cette nouvelle institution mondiale. Cependant, la Football Association anglaise décline l'invitation, préférant conserver son autonomie en matière de règlement et de compétition. Cela n'empêche pas les autres pays d'aller de l'avant. Le 21 mai, des représentants des associations de football de France, de Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse, ainsi que du Madrid Football Club d'Espagne, se réunissent à Paris pour fonder officiellement la Fédération internationale de football association, ou FIFA. Le jour même, l'Allemagne rejoint également l'organisation. L'Angleterre et l'Écosse finiront par y adhérer l'année suivante, mais le nom français d'origine et son abréviation resteront définitivement en usage. Au fil des décennies, la FIFA deviendra l'une des plus grandes organisations sportives au monde, responsable notamment de la création et de la gestion de la Coupe du Monde. Un événement qui rassemble des milliards de passionnés et fait du football le sport le plus populaire de la planète. C'était en 1904, une année marquée par des évolutions stratégiques et militaires majeures. En 1905, cette dynamique se poursuivra, continuant à transformer le monde.